Alors, Monsieur Kona, on sait que vous êtes un psychologue, déjà, votre casquette de psychologue, et puis ensuite, non seulement ça, il y a aussi votre casquette d'éducateur. Vous êtes un éducateur, un enseignant. Quand un parent a un enfant handicapé, donc, comment donc faire pour que, et peut-être a des a priori, ou peut-être fait face au regard des autres, en se disant, si j'emmène même l'enfant là, est-ce que ça nécessite même que je mette cet enfant à l'école, parce que pour lui, cet handicapé-là est un perdu de la société. Oui, merci déjà d'avoir choisi ce sujet qui est bien pensé, parce que on ignore que tous les enfants ont des droits. Tous les enfants. Chaque enfant a des droits. Et ces droits, surtout le droit à l'éducation, est reconnu par la loi d'orientation de 14 avril 1998, qui précise de manière particulière qu'on doit éduquer tous les enfants sans discrimination. Je pense à la loi camerounaise. Cette loi ici qui est alliée dans le cadre du 4e ouverture de développement durable, qui dit tout simplement qu'il faut promouvoir l'éducation de qualité, une éducation inclusive, une éducation déjà, un apprentissage tout au long de la vie. Donc sur le plan normatif, sur le plan légal, le législateur a pensé à tous les enfants. Bon, le problème se pose maintenant au niveau de la faisabilité de ce que le gouvernement a prescrit. Maintenant, quand on regarde de manière fonctionnelle, la pratique, bon, beaucoup de parents ne sont pas au courant que dans nos écoles, pas seulement les écoles spécialisées d'ailleurs, il y a une distinction entre les écoles spécialisées et les écoles ordinaires. Et dans ce sens-là, l'UNESCO a proscrit, du moins l'UNESCO ne souhaite plus, même le ministère des enseignements secondaires, le ministère de l'éducation de base, que les enfants en situation de handicap soient uniquement confinés dans les écoles spécialisées. Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc il y a quelque chose c'est une notion très importante, que les enfants ne soient plus seulement confinés. Pourquoi? Parce que ces enfants ne vont pas seulement rester dans les écoles spécialisées. Maintenant, au niveau des parents, beaucoup de parents ont peur des rejets, ils ont peur de regard. Ils se posent la question que si je ne vais pas confier mon enfant à une école, qu'est-ce qui va se passer? Si on prend le cas peut-être des enfants en situation de handicap, les handicaps moteurs, des enfants qui ont le problème de déplacement, il y a d'abord un problème de déplacement d'abord, d'un quartier à une école. Il y a dans certaines écoles, on n'a pas pensé à la mobilité, c'est-à-dire qu'il y a certains enfants qui montent les escaliers, ce qui pose problème. Mais les chefs d'établissement qui sont sensibles dans la logique d'éducation inclusive essaient d'aménager les espaces pour que les enfants en situation de handicap puissent être à l'aise. Mais le problème là demeure. Parce que la mobilité, d'abord le transport pose un problème. De la salle de classe pour la récréation, pour la cantine, ça pose un problème. Pour aller également au niveau des toilettes, ça pose un problème. Donc, c'est un problème d'accès aux mobilités. Le même problème se pose aussi au niveau des enfants, on appelle ça les enfants autistes. Parce que la question ne date pas d'aujourd'hui. Cette question date, d'après les recherches scientifiques, date de 1943-1944, qu'on a commencé à s'intéresser à ce genre de personnes, à ces personnes, pour dire que quand on parle des enfants autistes, on met de manière, l'accent est mis en particulier sur ce qu'on appelle sur les déficiences, sur les difficultés liées à la communication, parce que les enfants ne communiquent pas comme nous. La communication, elle est non verbale, elle se fait par les signes. Autre particularité, c'est que ces enfants ont des problèmes d'interaction, ont des problèmes d'intégration. Ce sont des enfants particuliers. Donc c'est au regard de ces particularités, au regard de ces difficultés que les parents, c'est un parent qui n'était pas encore sensibilisé, estime qu'on préfère laisser les enfants
à la maison à cause des préjugés auxquels ces enfants font face, à cause des préjugés auxquels les parents font face, parce que les parents, certains parents ne comprennent pas encore pourquoi, appelons ça comme ça, ils ont ce genre d'enfants. Parce que ils ne comprennent pas encore. Donc il y a d'abord ce regard, il faut accepter. Et depuis quelque temps, nous qui observons aussi, on se rend compte que les parents de plus en plus prennent conscience qu'ils recherchent les solutions pour les scolariser, ils cherchent les solutions pour les éduquer. Donc les parents sont à la recherche de solutions de plus en plus. Parce que si on regarde les années 90, les années 2000, jusqu'à 2020, de plus en plus les parents cherchent des solutions. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord les encourager, dire à d'autres parents qui confient encore les enfants à la maison, qu'il faut les sortir de la maison, il faut les scolariser, il faut chercher à les épanouir dans les centres d'éducation, les centres de psychologie, dans d'autres structures agréées par l'État. Comme c'est la rentrée, il doit savoir qu'en dehors de ces enfants normaux, il y a d'autres enfants aussi à besoins spécifiques qui ont besoin d'être intégrés dans la société. Et ces enfants ont des droits. Et on est là aussi, comme on a STV, parce qu'on est dans le cadre de l'éducation formelle ou l'éducation informelle, on est là pour sensibiliser que la rentrée qui arrive, pensez à tous les enfants, y compris les enfants en situation de handicap, y compris les enfants autistes, y compris tous les enfants, les schizophrènes, et ainsi de suite. Parce qu'il y en a beaucoup. Okay. I want to ask a question like, do teachers need a specific, maybe a special training in order to support these autistic children or students? Yes, the teacher need the training. Okay. Parce que en 2021, le ministère de l'Éducation de base avait mis en place une étude où on a déjà les écoles inclusives. Okay. C'est-à-dire dans l'éducation de base. Je pense qu'on a moins, si je m'appelle bien, on a moins 100 écoles inclusives au Cameroun. On a également moins de 200 enseignants formés légalement. Mais ici, c'est qu'entre 2021 et 2024, il y a d'autres écoles qui se sont ajoutées. Donc, dans la scolarisation, dans l'accompagnement des enfants en situation de handicap, des enfants autistes, on a besoin des personnes formées. On appelle ces enfants, on appelle ces personnes-là les éducateurs spécialisés. Parce que c'est une chaîne. Donc dans ces écoles-là, on a besoin de psychologues qui pensent le projet pédagogique. Parce que les cas des enfants autistes doivent avoir un projet différent des autres. Parce qu'on les accompagne. Ok. Parce qu'entre autres freins, les écoles estiment que mais comment est-ce que je vais prendre un enfant autiste, je vais les intégrer à la maternelle, l'évolution ne sera pas la même. Mais il faut préparer. Ailleurs, en France en l'occurrence, on ne peut pas prendre un enfant autiste, on scolarise cet enfant directement à la maternelle. Il faut d'abord le préparer. Quand l'enfant atteint un certain set de compétences, on appelle les skills, compétences skills, les compétences cognitives, les compétences relationnelles, les compétences comportementales, même les compétences émotives. Directement, on prend cet enfant, on le met dans une classe normale. Donc l'intégration n'est pas une intégration automatique. No. Voilà, c'est pas automatique. Il faut d'abord préparer. Okay, now just you talk about skills, like what specific connective skills should be maybe included in our educational program for children with autism? Quand on parle des capacités, on a les compétences, les capacités intellectuelles, the cognitive skill, we have the cognitive skill, we have the behavioral skill, we have the emotional skill. We have three skills. The cognitive skill, behavior and emotional skill. Donc on a trois types de compétences qui sont déjà prescrites par l'UNESCO. Les compétences cognitives, les compétences émotives, les compétences comportementales. Bon, maintenant, au niveau de curricula, parce que même l'État a pensé à définir 4 modules qui peuvent avoir les liens. Nous avons les compétences, on a ce qu'on appelle le module citoyenneté environnement. Nous avons le module lié à l'économie. On a un autre module lié à la société.
on a un autre module lié à l'environnement. Mais toutes ces compétences-là, ces 3 compétences-là permettent à ce que l'enfant puisse s'intégrer. Maintenant, d'autres compétences, parce qu'il faut dire ici que les enfants autistes de manière particulière ont le problème de langage. Pas qu'ils ont un problème de langage, c'est nous qui ne comprenons pas leur façon de s'exprimer. C'est-à-dire que c'est nous, l'objectif c'est de les observer. Récemment, on a organisé un séminaire à l'endroit d'un établissement avec un inspecteur en charge de l'orientation. J'étais le formateur. Donc on a, pendant une semaine, on a formé les enseignants à intervenir auprès des enfants autistes. Donc on a pris à peu près 20 heures pendant une semaine. Il y avait les activités pratiques. Parce que, entre autres problèmes, c'est que les enseignants ne savent pas observer quels sont les différents symptômes sur le plan intellectuel, sur le plan émotif, sur le plan comportemental. Et ce travail doit se faire en relation avec les parents. Parce que l'enfant peut arriver à la maison, l'enfant, comme ils sont toujours anxieux, ces enfants sont nerveux, ces enfants, on a la peine à comprendre leur langage. Donc, à un moment donné, on utilise les supports visuels. Si par exemple l'enfant veut boire de l'eau, il y a les outils pédagogiques qu'il faut monter pour amener l'enfant à savoir que s'il veut boire de l'eau, il va seulement toucher un support. Si par exemple la maîtresse ou le maître veut dire stop, il y a un support. Si l'enfant dit que voici 10 heures, il y a les supports pédagogiques qui sont montés, qui permettent à ce que l'enfant, qu'il y ait une bonne communication entre le maître, la maîtresse et l'enfant. Donc également, en dehors des aspects théoriques, il y a aussi les supports pédagogiques qu'il faut mettre à disposition de ces enseignants-là pour entrer en communication avec ces enfants-là. Parce que c'est ça le véritable problème. Ça ne veut pas de problème. Parce qu'il y a les enfants qui ont les problèmes, et on appelle les troubles de comportement. Donc on a passé en revue cette formation-là, on a passé en revue les différents symptômes pour que dès la rentrée, ces enseignants-là soient capables d'entrer en contact, d'intervenir. Mais ils ont appris déjà qu'à un moment donné, il y a les enfants qui il y a un problème au niveau de l'humeur. L'humeur varie. Parce que ce n'est pas automatique. Donc lorsque l'enfant commence à assumer un comportement non contrôlé, il y a les salles. Il y a les salles appropriées où d'autres personnes qui ont été formées, ils peuvent amener l'enfant en salle pour amener l'enfant à rentrer, à se stabiliser. Parce qu'il faut arriver à une stabilisation émotionnelle. Parce que ces enfants-là, le problème, c'est le niveau de leur émotion. Et on n'utilise pas les mêmes méthodes que les autres. On ne doit pas utiliser le fouet. On ne doit pas brutaliser. On doit utiliser les méthodes souples, les méthodes pédagogiques. Ces méthodes qui ne sont pas toujours à la portée des enseignants. Et se former, ce n'est pas seulement une séance, mais se former, il faut se familiariser. Il faut se familiariser. Il faut travailler en relation avec les parents qui sont à la maison. Parce qu'il faut un accompagnement continu. Il faut une assistance continue. Ce n'est pas évident, hein, Cathy. C'est not very easy. À un moment donné, il y a les enfants impulsifs. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à s'asseoir comme ça. Il y a des enfants qui ont le problème d'attention, qui ne sont pas stables. Il y a pas mal d'éléments là, de support pédagogiques. Ils ne sont pas stables. Donc il faut avoir de l'attention. Il faut se concentrer. Et entre autres problèmes pour arrêter à ce niveau, c'est qu'il faut commencer très tôt. Donc il faut commencer à intervenir de manière précoce. Les parents comprennent déjà ça maintenant. Parce que lorsque l'enfant arrive à 5 ans, à 6 ans, c'est déjà tardif. Et on travaille en relation avec les hôpitaux. Parce que quand on dit trouble en variation de développement, ça veut dire que le médecin a déjà fait le diagnostic, le médecin a déjà certifié que c'est un enfant autiste. Et parfois les parents qui viennent dans les centres agréés, dans les différentes structures, omettent d'aller à l'hôpital pour que le médecin certifie exactement que cet enfant est autiste. Donc on travaille en relation avec les médecins. Il y a les médecins qui sont à l'hôpital La Quintini. Dans certains instituts hospitaliers, dans certains centres de santé, on fait la prise en charge des enfants en situation des enfants autistes. On fait la prise en charge.
il y a les unités pédagogiques, on appelle ça la pédagogie spécialisée. Donc il faudrait que à l'école normale, je pense que c'est fait, mais on peut intensifier dans les différentes écoles normales, soit les écoles normales d'instituteurs, écoles normales supérieures, soit l'enseignement technique, qu'on puisse ajouter comme un module, comme une formation théorique et pratique, la prise en charge des enfants autistes, de la maternelle jusqu'à l'université. Également, puisqu'on demande qu'il y a les autistes adultes, bien sûr, il y a les autistes adultes. Parce qu'il y a les problèmes au niveau de la communication, les cas de dysgraphie, les cas de dyscalculie, les cas de dysorthographie. Mais c'est quand le diagnostic n'a pas été fait de manière précoce. Il y a les personnes qui sont autistes qui ne le savent pas. Donc les grandes personnes comme ça. Il y a les grandes personnes qui sont bien soignées. Oh oui, on n'a même pas. On n'a pas bien soigné. On n'a même pas de diagnostic. Parce que le point d'abord le diagnostic. Même dans l'échographie, quand même enseigne. Vous voyez les personnes qui s'enferment, on appelle le trouble occidental, les personnes qui aiment toujours se renfermer, s'isoler. Ce sont les symptômes de l'autisme. Qui aiment toujours rester, vivre à l'écart, qui ont peur. Voilà. Mais ces personnes ne savent même pas que c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut toujours, avec les neurologues, parce qu'il y a les neurologues, il y a les neuropsychologues, il y a les pédopsychiatres qui font ce travail, mais malheureusement le personnel, on n'a pas beaucoup de personnel, oui. C'est bon à savoir. Moi, je me disais que l'autisme, ça ne touchait qu'à partir... Enfin, on découvre quand l'enfant est petit, grandit avec. Je ne savais pas que les personnes déjà en âge adulte peuvent être diagnostiquées autistes. Mais là, c'est le diagnostic tardif. Mais on a un problème d'abord de diagnostic chez nous. Parce que la plupart des enfants qui viennent dans les centres, de psychologie, qui de plus en plus... il y a une prise de conscience avec les psychologues, les neuropsychologues, avec les personnes qui ont eu de plus en plus il y a les centres. Mais il est aussi important que l'État aussi aide. Parce qu'il faut reconnaître que la prise en charge coûte énormément cher. Ça c'est vrai. Voilà. Parce qu'une consultation n'est pas donnée. Voilà. Donc il faut être, les parents doivent être à un certain niveau de vie pour aider l'enfant non seulement à aller dans ces écoles, parce que ces écoles coûtent cher aussi. Donc l'État, quand je dis l'État, il parle des différentes mairies. Les mairies doivent accompagner les écoles primaires, doivent accompagner les collectivités, doivent accompagner pour alléger la charge. D'accord. Parce que certains enfants sont condamnés à cause des moyens. Dans notre société aujourd'hui, les enfants handicapés et autistes en général sont considérés comme les enfants, je ne sais pas si je veux dire entièrement à part ou à part entière. Ma question ce matin, c'est de savoir comment favoriser l'inclusion de ces enfants, tant dans le milieu scolaire, parce que la façon lorsqu'on vous entend parler, on comprend que leur école est spéciale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les mélanger avec les enfants. Non, on va dire normaux. Parce que j'ai un exemple dans mon quartier, on a inscrit un jour une petite fille qui n'était pas bien dans une école école publique. C'était la catastrophe. On appelait ses parents à tout moment. Oh, elle a chié. Oh, elle a fait ceci. Oh, que ses amis la repoussent. Elle est toujours dans son coin. Bon, ça c'est une bonne question. Il faut dire qu'on est dans un processus. Bien avant, les enfants autistes ou bien les enfants vulnérables étaient scolarisés dans les centres spécialisés. On appelle ça l'approche ségrégationnelle. Donc ces enfants-là étaient confinés. Bon, comme la science évolue, on a estimé qu'aujourd'hui, il n'est plus bien de les confiner. Confiner, voilà. Parce qu'une fois qu'ils sortent de ces centres-là, ils doivent vivre en société. Donc on est dans une évolution d'approche. On veut partir de la ségrégation à l'intégration. Bon, mais pour aller partir de la ségrégation à l'intégration, cette approche n'est pas linéaire. Mais il faut les intervenants doivent travailler ensemble. La première forme d'intégration, elle est d'abord familiale. Parce que lorsque la maman fait un enfant, elle doit aller travailler. Il faut automatiquement une personne à la maison pour s'occuper de cet enfant-là. Parce que cet enfant ne peut pas rester seul. C'est-à-dire que du réveil matinal au coucher, il faut toujours intervenir. Donc il faut l'assistance. Oui. Moi, je connais une dame qui vit avec son fils handicapé. Il est handicapé moteur.
Et comme vous étiez en train de dire, parler de l'assistance permanente. Et elle a du mal parfois à laisser son enfant seul avec les autres. Parce que les autres n'arrivent pas à peut-être à faire comme elle. Ça devient souvent difficile pour cette maman-là de mettre son enfant au milieu des enfants dits normaux. Lui, il est déjà pas normal, on va dire comme ça. Il n'est déjà pas normal, il est sur une chaise roulante. Il a du mal à s'intégrer. Et du coup, il se renferme davantage, beaucoup plus, et ne parle pas, et parfois est très nerveux. Et quand on est face à ce cas d'enfant, quelle est l'attitude à adopter? Parce que nous-mêmes d'abord, on a du mal à accepter ce type d'enfant parce que ça devient, on a l'impression que ça devient c'est difficile à gérer. Comment gérer le stress le stress? En fait, c'est pour gérer le handicap de cet enfant-là, de ces enfants-là, en tant que personne normale, pour que nous puissions l'accepter. Toutes les personnes qui accompagnent, qui sont tout autour d'un enfant handicapé, ça peut être un problème handicap, il faut d'abord les accompagner. Parce que le premier accompagnement, c'est un accompagnement psychologique. Il faut amener toutes les personnes, les parents proches, les parents éloignés. Sauf que tout le monde n'a pas l'instinct psychologique aussi. Oui, parce que quand on n'est pas préparé, quand on n'accepte pas, ces enfants ils sont rejetés. Il y a les attitudes de rejet, ils sont discriminés, même à l'intérieur des familles, ils le sont. Donc il faut d'abord que la communauté familiale, la grande communauté puisse alors déconstruire le regard. C'est d'abord le premier travail à faire. Il faut d'abord déconstruire le regard. Il faut que les mamans évitent de se culpabiliser. Parce qu'à un moment donné, on se culpabilise, on se dit pourquoi j'ai fait un enfant atypique? Pourquoi j'ai fait un enfant anormal? Donc il y a les mamans qui n'acceptent pas ça. Mais de plus en plus, un travail est en train de faire pour qu'on puisse accepter. Parce qu'il faut voir que dans la famille, puisque c'est un problème neurologique, c'est-à-dire que c'est un problème lié à un dysfonctionnement au niveau du cerveau. Pour ça, c'est neurologique. C'est-à-dire qu'on ne peut rien. L'intégration qu'il fallait faire, c'est une intégration sociale. C'est amener la communauté, la famille proche, la famille éloignée, et les parents, même au niveau de la communauté, à comprendre le langage atypique de ce type de ce genre de catégorie. Donc il faut travailler là-dessus. Pour ça, quand on prend un enfant autiste en charge, un enfant qui a un trouble d'envahissement de mouvement en charge, on prend toute la communauté, on prend toute la famille. Donc il faudrait que les mamans qui accompagnent régulièrement leurs enfants dans les centres de prise en charge essaient d'abord d'éviter de se culpabiliser. Il faudrait que, puisqu'il y a des mamans qui sont de plus en plus formées, ils disent que non, même si les te laisse ici, il faut ne prends pas ça comme une charge, parce qu'on prend ça comme une charge. Ne prends pas ça comme un fardeau. Il faut plutôt, il s'agit de la personne humaine. Même s'il y a le problème, quand on sait que chaque personne, d'ailleurs chaque être humain a un handicap. Pour certains, il y a les formes d'handicap qui sont visibles, d'autres ne sont pas visibles. Donc on doit comprendre qu'il s'agit de la personne humaine. Quand on comprend ça. Mais le cas que tu exposes, ça c'est une réaction tardive. Bon, quand la réaction est tardive, ça devient difficile, mais on essaie d'enlever la charge, parce qu'il y a un charge émotionnel pour ceux qui sont tout autour. Quand ils voient que c'est un poids, c'est une charge. C'est-à-dire que c'est une charge pour moi, parce que je n'accepte pas ça. Mais psychologiquement, quand j'ai intégré ça dans mon fonctionnement, dans mon comportement, ce problème, je ne vois pas ça comme un problème. D'accord. Donc, en fait, pour la personne en situation de handicap, ou bien pour la personne en face, pour l'autisme, c'est nous qui souffrons en fait. Donc la formation permet tout simplement d'alléger la charge, de comprendre que je peux aider cet enfant à travers un sourire, à travers un geste, ainsi de suite. Maintenant les centres, c'est pour ça que les parents d'enfants qui ont atteint, je suppose que ça doit être un adolescent, non? Très bien. Oui, c'est un adolescent. C'est un adolescent. Normalement, on doit amener dans les centres appropriés
Bon, c'est très fréquent, c'est très familier en Europe, en France. On n'a pas encore cette culture d'amener les gens vers les centres, vers les personnes qui sont formées, les psychologues, les éducateurs spécialisés, les orthophonistes, les psychomotriciens, parce qu'il y a tout un réseau de personnes qui sont formées pour prendre en charge. Donc facilement, on doit amener les enfants dans les centres appropriés. Okay. Et puisque les familles ne peuvent pas le faire tout seuls, ce ne sont pas seulement les initiatives, parce que ce qu'on voit ici, et là, ce sont les initiatives privées qui ne peuvent pas suffire. C'est vrai. Parce que d'après les statistiques, une naissance sur 1000 en France sera atteinte d'autisme. Bon, on n'a pas encore le données réelles au Cameroun, parce que nous avons le ministère de la Santé qui s'occupe de ce genre de problèmes, de pas bien de l'autisme. Nous avons le ministère des Affaires sociales, nous avons le ministère de l'Éducation, nous avons le ministère de la Jeunesse. Donc c'est un problème qui touche au moins, de manière sectorielle, au moins 6 ministères. On appelle ça la peau de développement social. Donc les gens doivent se mettre pour mettre à disposition des familles, de la communauté, des centres de prise en charge. On en a déjà, l'État a créé les centres de jeunesse d'animation, mais il faudrait qu'on puisse créer les centres médico-psychologiques pour les personnes atteintes d'autisme. D'accord. Parce que là, avec ça, si on le fait, ça va beaucoup alléger. Parce que la prise en charge, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Il y a beaucoup d'intervenants, il y a les infirmiers, il y a les médecins, il y a les orthophonistes, il y a les éducateurs spécialisés, il y a les psychologues qui doivent travailler avec les éducateurs spécialisés. Donc, c'est toute une chaîne d'intervenants. Parce que si on prend un enfant, on met dans une école, et on n'a pas eu la certitude que le personnel a reçu la formation. Au départ, puisque l'enfant est venu avec un certain jugement, un jugement négatif, cet enfant peut ressortir. Parce que les parents ont peur. C'est pour ça que les parents doivent venir vers nous, nous qui savons vers où, comment orienter, comment accompagner, pour on dit que comment est-ce qu'on peut prendre ces enfants en charge. I feel like that's a question I want to ask because maybe autistic children are children with special care, like taking them to school, as a parent that deals with an autistic child, it entails a lot of money. And there are individuals or their parents who do not or are not really financially stable to register their children in such school in quote. Now, what if they want to keep their children at home, like to educate their children? Now, my question I want to ask is, are there maybe individualized strategies that are very effective these parents can use in educating their autistic children at home? Ok, au niveau familial, la finalité, c'est d'amener l'enfant à s'adapter. D'abord, au niveau du corps, l'enfant doit maîtriser d'abord son corps. Bon, à la maison, les parents comprennent le type de langage. Bon, par exemple, au niveau du réveil, on doit d'abord commencer à travailler au niveau du réveil, le réveil matinal, pour maîtriser l'horloge biologique de ces enfants-là. La maîtrise de son corps, parce que au niveau du corps, au niveau du corps, la tête, les mains, les fonctions, quelle est la différence? Après, au niveau sur le plan corporel, il y a au niveau des relations. Parce qu'un des problèmes, c'est que les enfants ont de la peine, les autistes ont de la peine à entrer en contact, parce qu'il y a un certain isolement. Donc il faut déjà travailler sur les interrelations. Il ne faut pas seulement que les relations soient privilégiées sur l'axe entre la maman et son enfant. Il faut amener cet enfant-là à interagir avec les autres personnes. Que ces autres personnes ne voient pas seulement là comme une souffrance. D'accord. Ok. Donc il y a d'abord la maîtrise de son corps, il y a la maîtrise de l'espace. Voilà. Dans la maîtrise de l'espace, ces enfants ont besoin des objets. C'est ça. Parfois on dit les objets transitionnels. Donc il faut les objets ludiques. Bon, de plus en plus on voit les parents qui offrent les ordinateurs, pas quand il y a ordinateur, je veux dire les ordinateurs de jeu, ça peut aussi aider. Ça peut aussi aider. Parce que là, une des difficultés, c'est que l'outil ne fait pas la différence entre lui et les autres. Parce que quand oui. Et ça, vous coupez, monsieur Kola, ce que vous dites là, il y a plein de familles à la maison qui ont les enfants handicapés, même autistes. On les met dans les chambres à part. C'est-à-dire que lorsqu'il y a les réunions familiales, ils ne viennent, on ne les amène pas aussi. C'est-à-dire c'est comme si on les a créés, les espaces à part, on les laisse là-bas. Quand les invités viennent à la maison, on dit cachez-le. Du coup, on l'isole. Or, on devait l'amener avec les autres, par exemple.
Même s'il est comment? Oui, Calvino, ces pratiques, c'est une pratique rétrograde. Ça n'aide pas les parents, ça n'aide pas l'enfant lui-même. Il dit que c'est un enfant, c'est une personne. Il a un handicap. Mais on peut l'aider à donc il faudrait que s'il y a des pratiques, c'est parce que ce sont les parents qui se disent, bon, les parents aisés qui sont dans certains quartiers, ils ont peur du regard. Ils ont peur du regard. Donc, à un moment donné, on doit aller au-delà de ce regard-là. On doit briser ce regard. Oui. Même si c'est une maladie, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une calamité, ce n'est pas une épidémie. On doit accepter. Maintenant, on doit plutôt amener l'enfant à s'asseoir avec les autres, à faire les petits efforts. Je pense que ce que tu dis là, on avait dans le cas de nos données, c'était ça avant, mais de plus en plus, je pense que les parents ne le font plus. Ceux qui le font, ça veut dire que ce sont les parents qui ne comprennent pas encore la nécessité. Peut-être qu'ils n'ont pas encore accepté. Ils n'ont pas encore accepté. La première barrière d'abord, c'est la barrière psychologique, intrapersonnelle. Il y a d'abord la dimension intra, c'est-à-dire en nous-mêmes, interpersonnelle. Et même les ménagères qui s'occupent de ça, les enfants, doivent toujours besoin d'avoir une formation. D'accord. Donc, ce qu'on peut recommander, c'est que les parents doivent éviter de se culpabiliser, d'avoir honte. Dans nos maisons, dans nos familles, dans nos communautés, on sait qu'il y a un problème de santé, c'est un problème de bien-être. Tout le monde a une maladie. D'accord. Donc, arrêtons avec ce genre de clichés. Mon enfant, non, je pense que ça n'aide pas, parce que ces enfants-là, ces enfants autistes, le fait d'être enfermé dans les chambres, cela continue à accentuer, à exacerber encore la souffrance, la violence qui est déjà assez entretenue. Voilà, Monsieur Kona, on va continuer. Nous rappelons que c'est Lucien Kona qui est psychologue et conseiller éducatif qui nous parle ce matin. On va marquer un temps d'arrêt, histoire de nous poser du côté de Yaoundé, à qui on pose la question à l'homme dans la rue, à savoir justement sur ce thème, comment scolariser les enfants en situation de handicap, cas d'autisme, de l'autisme, à toutes. Le Vox Pop. De les envoyer dans des centres spécialisés qui puissent acquérir une éducation du genre dans leur domaine respectif. C'est ce que me dit. Et de deux, on peut aussi les prendre en compte. Et comme l'école à un niveau, il y a des écoles inclusives où on reçoit tous les enfants. Donc l'éducateur, en tant qu'enseignant, doit s'adapter à leur rythme. C'est ce que je pense que serait mieux de le faire. Parce qu'on ne doit pas les rejeter. Pour moi, les enfants autistes, ce sont des enfants à part entière. Et ce sont des enfants qui ont droit à l'éducation comme tous les autres enfants. Et pour moi, je trouve qu'on doit créer une école pour qu'ils soient épanouis comme tous les autres enfants. Pour qu'ils ne soient pas lésés et frustrés dans leur statut. Il faut apporter, je ne veux pas dire, la société doit s'engager, il faut construire des structures. Ce sont des enfants à part entière. Donc, il faut construire des structures, il faut un accompagnement de tous, parents, les collectivités locales, l'État, tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Comme ça. Bon, pour moi, l'autisme déjà, c'est quelque chose qu'on devrait d'abord prendre en considération. Oui, ça c'est déjà pour faire savoir à ceux qui ne savent pas que cette maladie-là existe. Oui. Donc maintenant, pour que ces enfants-là soient scolarisés, il faudrait déjà que le coût soit déjà d'abord bas. Parce que souvent, la plupart du temps, l'autisme déjà, dans les cadres médicaux, ça prend beaucoup d'argent pour se faire soigner. Si déjà la scolarisation peut être un peu plus basse, ce serait une bonne chose. Et de deux, si on pouvait aussi créer une école particulière, parce que déjà, quand ils sont rassemblés avec les autres enfants, c'est pas souvent assez facile. Ce serait mieux vraiment d'y penser. Ce serait une bonne chose, surtout pour ces parents-là qui se tuent pour garder ces enfants autistes-là. En fait, moi, je trouve que je dirais ici qu'ils ont, sincèrement, ils ont droit à l'éducation. Mais pour ce faire, il faudrait que toute la société civile se mobilise.
pas seulement l'État, mais ainsi que la société civile. Parce que pour moi, c'est d'abord une maladie qui est mal connue en Afrique. Et pour que nous puissions les intégrer facilement dans la société, il faudrait d'abord que nous passions par l'éducation et la sensibilisation. Vraiment une sensibilisation massive qui fera en sorte que la population puisse s'imprégner. Parce que ces enfants, dans le milieu éducatif, par exemple primaire, sont souvent, je ne sais pas comment je dirais ça, mal compris par leurs camarades. Donc, avec cette éducation-là, ça fera que l'enfant autiste qui se trouve dans un établissement puisse se sentir à l'aise, accepté par ses camarades. Et passant de ce volet de la sensibilisation, nous devons aussi attirer le gouvernement camerounais vraiment de faire tout pour que ces enfants soient vraiment intégrés dans la société éducative. Créer des écoles dans lesquelles ils pourront être facilement intégrés, parce que je pense qu'en Europe, il y a certaines écoles dédiées à ces enfants-là. Pourquoi pas le faire ainsi? Sinon, on pourra aussi passer par ce volet d'intégration au sein de nos différentes écoles qui sont déjà créées. Alors voilà, Monsieur Kona, que dire après les interventions de tous ces hommes dans les rues de Yaoundé qui ont même des préoccupations et des doléances aussi? Ok, je pense que le public est assez sensibilisé. Hein. Je suis satisfait des réponses données à ces problématiques. Comme on le disait tantôt, l'État devrait s'en charger. Je veux dire que ça, c'est un domaine transversal. On appelle ça une approche de développement social. Nous avons le ministère de la Santé, nous avons le ministère des Affaires sociales, nous avons le ministère de la promotion de la femme et de la famille, nous avons les différents ministères de l'éducation, nous avons le ministère, car éducation de bas, enseignement secondaire, enseignement supérieur, parce que ces enfants évoluent, c'est toute une trajectoire de la maternelle jusqu'à l'université. Nous avons même le ministère du travail. Donc, parce que il faut avancer. Par exemple, vous imaginez les autistes, par exemple, j'en connais. Bon, il y a une maman, par exemple, elle a un enfant né autiste. Mais elle sait donc, mais comment ça va se passer? Est-ce que cet enfant pourra un jour se marier? Oui, parce que vous imaginez. On les marie souvent entre eux. Non, c'est les questions qu'une maman se pose quand elle a un enfant autiste. Comment est-ce que... Parce qu'il y a la lignée quelque part. Il faut assurer la perpétuité de l'espèce humaine. Est-ce que ces familles vont disparaître? Une famille va disparaître. Parce que c'est ça la question. Est-ce qu'une femme normale va accepter de vivre avec une personne autiste à un certain âge? Donc on est en train de sensibiliser. Donc il y a un monsieur qui a dit qu'il faut que les différentes collectivités territoriales décentralisées s'en occupent. Je pense que de plus en plus dans les transferts de compétences, les compétences transférées aux communes, je pense qu'il y a la gestion des lycées, il y a aussi la gestion des écoles primaires. Il faudrait vraiment qu'on puisse soulager les familles, parce que les familles souffrent énormément. Il y a une maman qui a dit que la prise en charge est assez relevée, je suis dans le domaine. Donc on doit soulager à partir même de l'alimentation, à partir même du niveau de vie. Vous imaginez maintenant, on est en saison pluvieuse. Il y a les enfants qui ont le problème d'allergie. Il y a les enfants qui sont sensibles à la température. Parce qu'ils sont comme ça. Là, ils ont l'allergie au niveau de l'alimentation, au niveau de l'air. Il y a même les différents types de couleurs. Donc ça, c'est une préoccupation. Il y a les ONG. Malheureusement, chez nous, dans les ONG, on ne se préoccupe pas. On n'a que les ONG internationales qui ont droit aux subventions. L'État camerounais ne subventionne pas les ONG camerounais. J'ai une ONG, vous le savez. Donc on ne finance pas nos ONG, on ne finance pas nos associations. On attend que les associations internationales viennent ici
nous subventionner. L'État du Cameroun ne subventionne pas les associations. On n'a pas de financement. Le réseau africain, bon, on a été soutenu il y a cela quelque temps par la communauté urbaine, que nous saluons d'ailleurs, mais il va falloir que les gens puissent soutenir la société civile qui est dédiée à l'éducation. Et il y avait aussi un aspect là, un parent qui a dit que non, les enfants doivent être confinés, je l'ai dit. C'est-à-dire que ce n'est plus la ségrégation. Mais l'intégration n'est pas linéaire. Ce n'est pas parce qu'on a dit que l'enfant doit aller dans une école normale, dans une classe ordinaire, que ça va se faire. Il y a un protocole. D'accord. Ok. On commence d'abord par une école spécialisée, une éducation, une pédagogie d'inclusion. Et puis on a les critères pour préparer l'enfant à aller dans une classe ordinaire. Vous comprenez un peu. Donc, ça ne se passe pas comme ça là. Sinon, ces enfants-là seront constamment rejetés. Donc, on commence d'abord par une école spécialisée. On dit la maternelle. On prépare ces enfants-là. On essaie de voir comment ces enfants-là peuvent évoluer à partir du langage, à partir de la sociabilité, à partir des interactions. Et on l'accompagne. Et on prépare le personnel enseignant. On prépare l'administration. D'accord. Et parce qu'on a besoin des écoles pilotes. Le ministère de l'Éducation avait mis en place quelque temps des écoles pilotes dans le cadre de l'éducation inclusive. Ça, c'est le cas dans le cadre de la prise en charge des personnes en situation de handicap. J'ai eu la chance d'être retenu dans le cadre de ce projet. C'était en 2021 où on était question de former certains personnels dans la planification, l'éducation en situation de handicap. Bon, c'était l'UNESCO qui m'avait retenu, c'était une bourse de formation. C'était en 2021. Mais on peut élargir, puisque le spectre est assez large. Parce qu'on parle de spectre. Il n'est pas seulement question de dire que les enfants, mais il y a d'autres problèmes qui sont associés. Il y a les enfants qui ont le problème. Parce qu'à un moment donné, quand on dit l'autisme, ou bien le spectre d'autisme, on doit faire le diagnostic, on doit faire l'évaluation psychologique pour savoir si l'enfant a une débilité intellectuelle, si l'enfant a un déficient intellectuel. Parce que quand les enfants ont un déficient intellectuel, ce n'est pas aisé de les scolariser au même titre que les autres enfants. D'accord. Donc il y a les tests qui doivent être faits, les diagnostics doivent être faits pour savoir si l'enfant est atteint d'autisme avec ou sans déficience. Il y a aussi les enfants qui ont le trouble d'attention. Donc il y a d'autres pathologies qui sont associées là-dedans. C'est pour ça que ça, c'est un travail d'expertise. Parce qu'il y a des autistes qui sont handicapés moteurs. Oui, il y a les autistes qui sont handicapés moteurs. Et il y a des autistes qui marchent normalement. Oui. Il y a des autistes qui sont handicapés moteurs. Là, on est ici dans le cadre de polyhandicap. Ça devient extrêmement compliqué. I want to ask you, how do we assess the learning outcome of autistic children? Bon, si j'ai bien compris. Comment on peut... How do you assess the learning outcome? Par exemple, si un parent inscrit son enfant dans une école, comment elle peut connaître que l'enfant est en train de évoluer, même even the teachers, how do they know if the child is ça c'est une grande question. On est dans un processus. Disons que on dit que le langage apparaît à partir de 6 ans, de 6 mois. L'enfant, à partir du regard, l'enfant sait que voici maman. Quand un enfant, un étranger porte un enfant, l'enfant commence à pleurer. Mais l'autisme, même à un moment donné, les parents se rendent compte à partir d'1 an et demi, 2 ans, que les parents se rendent compte que l'enfant est atteint d'autisme. Maintenant, au niveau de l'évolution, ici, il faudrait déjà, il y a les indicateurs. Des indicateurs au niveau de la famille. C'est pour ça qu'il faut d'abord un diagnostic tôt. Je veux dire que de plus en plus, les parents qui viennent là-bas, à Makepe là-bas, les enfants sont assez sensibles. Parce qu'on a des enfants de 2 ans, on a des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, jusqu'à 13, 14 ans. Donc quand le diagnostic est assez précoce, on met l'enfant dans un programme, dans un processus. À partir d'un diagnostic,
On sait que l'enfant, il a un problème de communication, il est replié sur lui-même. Il y a les enfants qui n'ont pas l'autonomie, il y a les enfants qui urinent, comme Mireille l'a dit, il y a les enfants qui urinent, il y a les enfants qui défèquent, c'est-à-dire qu'ils chient sur lui-même. Parce que ces enfants ne parlent pas. Ok? Maintenant, il faut utiliser les éléments de langage, les langages par les signes. Pour que là, quand l'enfant a besoin de boire de l'eau, l'enfant va aller prendre l'objet, je vais boire de l'eau. Si l'enfant a faim, là, il y a les éléments que l'enfant va utiliser pour aller boire de l'eau. À telle heure, peut-être si l'enfant est à l'école, il est 10 heures, on va dessiner l'horloge, on met peut-être 10 heures, à la fin on va mettre 10 heures, on met peut-être la banane. L'enfant saura que exactement, je vais manger la pause. La pause, ok. L'enfant sait que c'est la pause. Si par exemple la maîtresse veut parler, il dit qu'il faut te taire, on va peut-être mettre stop. Si l'enfant s'est bien comporté, il y a aussi ce qu'on appelle les félicitations. Il y a tous ces, en fait, on doit utiliser les éléments de langage, les langages par les signes. Les signes, ok. Puisque ce qui fait que l'enfant va comprendre ce que nous demandons. D'accord. Ok. La seule difficulté, c'est que les enfants, ils ont leur langage particulier. Maintenant, c'est nous qui ne comprenons pas ce langage-là. C'est pour ça que les compétents, les connaissants en neurosciences nous aident à comprendre les différents symptômes, les différents comportements. C'est pour ça qu'il faut se former pour comprendre les différents types de langage. Les encadrés doivent se former. Les enfants doivent se former. Tel elle le dit ici aux différentes écoles qui de plus en plus ont les enfants autistes, mais sans avoir formé leur personnel. Il faut se former. Vous appelez STV, à partir de Mireille, vous avez mon contact. Donc, formez votre personnel, il est encore temps. Ne prenez pas les enfants sans former le personnel, sans avoir mis en place un protocole. Vous devez, dans vos établissements, vous devez travailler avec les psychologues. Parce que c'est eux qui conçoivent les programmes. Parce que chaque enfant autiste a un programme particulier en fonction de l'évolution. C'est un travail. C'est un gros travail. C'est un gros travail. Il y a les classes de relais, parmi les classes où on met les enfants dans une salle pour calmer leur agitation, pour calmer leur humeur. Donc c'est un processus. Donc on ne se lève pas pour dire que je vais prendre les enfants autistes, non. Donc il faut former le personnel, il faut les outils pédagogiques, il faut un personnel, les enseignants et les éducateurs spécialisés, les psychologues, les orthophonistes, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. C'est pour ça que maintenant on dit, quand on a mis tout ça en place, on a les résultats, on essaie il y a le projet pédagogique, il y a les indicateurs, on dit maintenant que progressivement, on ira vers le ministère, on dit ok, comment maintenant l'école peut avoir le label l'école inclusive. Merci Monsieur Kona, on se sépare, hein. Que dire pour conclure en 30 secondes, si je peux me permettre, parce qu'on est déjà à la fin de l'émission, pour nos téléspectateurs, pour ce sujet. Bon, en 30 secondes, je m'adresse aux parents, parce que ce sont les cibles. Il n'est plus souhaitable que les parents se perçoivent comme les victimes. Vous devez plutôt, comme vous êtes en train de le faire, vous devez prendre les choses en main. Vous devez éviter de vous culpabiliser, de percevoir un enfant autiste comme une charge, comme un poids, comme une malchance. Vous devez changer ces idées reçues. Vous devez déconstruire ce regard. Vous devez assumer. N'oublions pas qu'on est en Afrique, au Cameroun, nous devons aussi prier pour que Dieu vous aide à prendre cela en charge. Comme vous ne pouvez pas le faire seul, vous devez également sensibiliser les membres de votre famille, aller vers les structures appropriées, vous aider d'abord à réduire les comportements symptomatiques sur le plan comportemental, sur le plan social, sur le plan intellectuel. Et quand on aura préparé l'enfant de manière précoce, on pourra l'accompagner vers les écoles. Et ces écoles également doivent aussi former le personnel à rentrer dans la démarche inclusive. Merci beaucoup, Monsieur Lucien Blaise Kona, qui est psychologue et conseiller d'éducation et éducatif. C'est pas rentré.